Bonjour à tous et toutes. Je suis Claire Brosseau, je suis sociologue, chercheur et consultante chez Social Transfert. Je m'intéresse depuis plusieurs années maintenant à différentes formes de participation citoyenne et d'intelligence collective dans divers contextes, les catastrophes naturelles, la santé communautaire, les aménagements urbains et plus récemment les sciences citoyennes. Je suis ravie de pouvoir participer au congrès de la Société francophone de santé et d'environnement. Mon propos portera plus spécifiquement sur la résilience des populations face à la crise et la place des territoires dans ce contexte-là, plus particulièrement des communautés locales et des territoires locaux. Alors, comme vous le savez, la crise du Covid a montré une forte mobilisation de la société civile à des échelles locales dans différents domaines. On a vu des citoyens, des artisans, des soignants, des entrepreneurs, des makers, qui travaillent notamment dans les tiers-lieux, des agriculteurs aussi, qui se sont mis à produire des matériels de protection, des masques, des respirateurs, des gels hydroalcooliques. On a vu ces mêmes acteurs faciliter l'accès à des biens et des services de première nécessité, comme des prêts d'appartements pour le personnel hospitalier, ou la création de plateformes numériques d'information autogérées pour identifier par exemple des ressources alimentaires, notamment dans des grandes villes. Toutes ces initiatives témoignent d'une grande effervescence de la société civile. Mais il faut savoir que ce contexte-là et celui de catastrophes, d'une manière générale, sont souvent révélatrices de comportements de ce type. On a d'un côté des comportements très extrêmes, comme la compétition effrénée pour la survie individuelle. Je pense en particulier à des images de pillage de magasins lors des inondations de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina en 2005. Et puis à l'autre bout, on a des images de collaboration, des visions de collaboration, comme par exemple, dans un exemple beaucoup plus lointain, les riverains de la côte bretonne nettoyant leurs plages souillées de pétrole et d'oiseaux morts lors du naufrage du pétrolier libérien à Moko Cadiz, au large de l'île d'Ouessant, en 1978. Et ce faisant, ces riverains montraient une organisation spontanée, fondée sur l'engagement personnel au service d'un collectif, aux antipodes du comportement pour la survie individuelle et des acteurs de l'ouragan Katrina que j'ai cité tout à l'heure. À bien des égards, la crise du Covid a montré à quel point notre bien-être et la satisfaction de nos besoins primaires pouvaient dépendre de communautés locales invisibles, aux modes de collaboration parfois inspirants, au savoir-faire oublié aussi. Par exemple, l'industrie textile pour la fabrication de masques. Ces attitudes collaboratives dans des contextes de catastrophe ne sont pas nouvelles. Et on serait quand même mal inspiré de crier trop vite à l'avènement d'une soudaine citoyenneté ouverte et créative. En effet, les bonnes actions, bonnes entre guillemets, en situation de crise ne surgissent pas si spontanément que cela. D'abord, leur intensité varie en fonction de la nature du risque auquel nous sommes confrontés, de sa spécificité. Ensuite, elles font l'objet d'une acculturation à la résilience face aux crises qui affectent de plus en plus nos territoires. Et c'est ce sur quoi je voudrais insister maintenant. D'abord sur l'importance de la nature du risque qui va influer sur nos pratiques collaboratives. Ensuite, sur la culture face au risque qui va elle aussi avoir une incidence sur le fait de s'organiser en commun. Un risque, contrairement à une catastrophe, qui est souvent brève, peut être persistant et étendu dans l'espace et le temps. Sa nature est une variable indispensable pour qui veut comprendre comment s'organise le passage du je au nous, comment s'organise l'engagement collectif au moment d'un choc de grande ampleur comme celui d'une épidémie. Vu sous cet angle, la probabilité, le danger et les conséquences d'une attaque terroriste ne sont pas les mêmes dans une salle de spectacle fortement peuplée
que dans une zone industrielle classée Seveso. Le lieu de l'incident, l'échelle de l'incident, les implications de la population, la spécificité du risque font qu'il va y avoir des comportements différents par rapport à la gestion de la catastrophe. D'une manière générale, lorsque l'accès à l'énergie et aux produits alimentaires sont possibles, les solidarités et les mobilisations collectives se déploient plus facilement, du fait que les contraintes physiques pèsent moins sur l'accès aux ressources. Mais lorsque le confinement est requis pour mettre en sécurité une population, comme ce fut le cas depuis 2 ans avec le Covid, enfin, surtout au démarrage, dans les différents confinements successifs. Donc, lorsque ce confinement est requis, il est essentiel de pouvoir maintenir les communications, celles des hommes et des marchandises. C'est la raison pour laquelle la participation citoyenne s'est déployée ces 2 dernières années à grand renfort de technologies numériques. Les moments de convivialité, de rassemblement ont été reportés ou ont migré vers une connexion virtuelle. Le télétravail a explosé. Les visioconférences ont également explosé et la présente visioconférence en témoigne. On est encore dans une situation où on doit gérer le risque. La formation à distance, les débats en ligne via des écrans interposés. Pendant cette crise du Covid, la démocratie délibérative ne s'est jamais aussi bien portée qu'au travers des téléphones portables pour les plus jeunes ou des téléviseurs pour les plus âgés, laissant d'ailleurs le champ libre à de nombreuses controverses. À l'inverse, lorsque l'énergie vient à manquer, comme ce fut le cas à l'occasion des 2 grandes tempêtes successives Lothar et Martin, fin décembre 1999, eh bien, il ne reste souvent que la radio comme seul moyen de transmission dans certaines régions reculées. Et ce sont logiquement les entraides de proximité qui s'imposent immédiatement pour déblayer des routes, pour apporter des soins. Par ailleurs, si la nature du risque a son importance, sa temporalité aussi va avoir des incidences sur les interactions sociales. On ne réagit pas de la même manière collectivement lorsqu'on est au début ou à une phase avancée de la catastrophe. Dans les phases aiguës d'une crise, l'arrivée d'un tsunami ou d'une explosion industrielle par exemple, l'effet de sidération est tel et l'impératif de survie est tellement important que cela ne permet pas que se déploient des formes de solidarité à grande échelle. À ce stade, ces solidarités prennent souvent l'aspect d'une protection de personnes proches. On pense particulièrement à la protection de familles dans des immeubles, dans les caves d'immeubles lors de bombardements. Un peu plus tard, une fois que le seuil d'alerte maximal est dépassé, on assiste le plus souvent à des actions groupées afin de mettre une communauté plus vaste à l'écart d'un danger ou de sauver des vies. À l'image de la production artisanale des masques, dont on a déjà parlé, après l'annonce du premier confinement. Mais à l'image aussi des groupements volontaires pour la recherche de personnes dans des décombres suite à un tremblement de terre. Avant la crise, lorsqu'il s'agit de travailler conjointement avec les autres, eh bien, la collaboration prend une toute autre dimension. Elle consiste à réduire son incertitude dans un contexte d'acculturation face au risque. C'est le deuxième point de cette intervention. Je voudrais insister sur l'importance des apprentissages et de la culture face au risque quand on est en situation de collaborer dans ces contextes-là. Les acteurs de la protection civile le savent bien et l'enseignement que nous avons à peine tiré de l'épidémie de Covid nous le prouve. L'anticipation d'un risque diminue potentiellement sa gravité. Cette anticipation chez les acteurs de la protection civile est intrinsèquement liée au fait de collaborer et de s'organiser au mieux entre services d'urgence avant les événements. Celle-ci s'appuie notamment sur des schémas de prévention, sur des protocoles d'intervention spécifiques,
sur des exercices permettant d'anticiper l'urgence, sur la mise en place préalable de cellules de crise à l'échelle des préfectures permettant de coordonner les opérations au moment de l'urgence. L'acculturation face au risque fait ici la part belle au phénomène d'apprentissage collectif auprès des acteurs de la protection civile. Elle fait la part belle au retour d'expérience et à la prise en compte des réalités locales, comme la définition d'un périmètre de sécurité autour d'une centrale nucléaire, par exemple. C'est typiquement la prise en compte d'un contexte local. Il en va de même chez les acteurs de la société civile. On a constaté que l'acceptabilité des mesures de distanciation et du masque obligatoire a évolué favorablement entre le premier et le second confinement. Qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Ça nous dit que les causes et les conséquences de la catastrophe étaient en partie connues par l'ensemble de la médiatisation et de la médiation qui s'était faite sur le risque auprès de cette population. Donc l'acceptabilité était beaucoup plus forte. Lors d'une étude que l'on a faite, que j'ai coordonnée sur le recours aux technologies de l'information et de la communication en situation de catastrophe naturelle, on a constaté que la participation assidue à un forum de discussion créé immédiatement après une inondation à Bourg-en-Bresse était le fait de personnes qui avaient un fort ancrage local et une connaissance très très fine des écosystèmes hydriques sur le territoire. Cela montre, là encore, que la capacité à se mobiliser et la capacité à entraîner les autres dans une mobilisation face au risque est antérieure à l'urgence, qu'elle se prépare, qu'elle est intégrée dans une socialisation, dans la connaissance de ces écosystèmes hydriques, par exemple, et dans la capacité à se mobiliser en dehors de l'urgence. Les risques sanitaires et climatiques sont aujourd'hui omniprésents, à tel point que certains observateurs, à l'instar du sociologue Ulrich Beck, les ont considérés comme une dette de notre modernité, dominée par l'augmentation des richesses et du progrès technique. Dans ce contexte, la question de la résilience des territoires devient-elle aussi centrale pour plusieurs raisons. C'est d'abord à l'échelle de nos milieux de vie que les dommages des menaces endémiques sont les plus tangibles. Les commerces fermés dans les centres-villes, des côtes littorales grignotées par la montée des eaux, des cultures grillées par la sécheresse ou par des incendies. À chaque fois, ce sont nos environnements immédiats qui sont touchés. D'autre part, de nombreux événements ont abîmé de manière durable des quartiers ou des régions entières depuis la fin du XXe siècle. Tchernobyl, Fukushima, Xintia, Katrina, AZF, Lubrizol, etc. Ainsi, le rôle des dynamiques territoriales en matière de catastrophe pose de manière cruciale la question des usages du territoire, de l'importance de prendre en compte ces usages, de l'importance de prendre en compte aussi la mémoire de ces territoires et de l'aptitude d'une société locale à faire face à l'altération de son environnement. Les débuts de la crise sanitaire ont été marqués par une remise en cause de la technoscience, par l'angoisse d'une mondialisation malheureuse et par la nécessité de relocaliser la production industrielle et agricole afin de pourvoir à nos besoins fondamentaux. Cela n'est pas dû au hasard, c'est dû en grande partie à l'importance donnée à nos territoires de proximité dans la gestion face aux risques. Les confinements et couvre-feux successifs ont raccourci notre horizon d'attente à l'espace domestique, à une promenade alentour, à une centaine de kilomètres de chez soi dans le meilleur des cas. L'importance de ce territoire de proximité n'en est que plus accrue. Face à l'urgence, les schémas décisionnels pyramidaux de gestion de crise ainsi que nos systèmes de gouvernance technocratiques et centralisés ont été mis à mal en France, contrairement à d'autres pays. Certains maires se sont explicitement posés contre des mesures qui affectaient directement l'accès à des services sur leur commune. La fermeture des marchés et des parcs, par exemple, puis des petits commerces. Ce faisant,
ils ont défendu, d'un certain point de vue, un principe de subsidiarité et une relative autonomie locale dans la gestion de la crise, comme leurs homologues ou leurs prédécesseurs l'avaient fait d'une certaine manière au XIXe siècle, au moment où de nombreux services municipaux avaient insufflé des politiques hygiénistes face aux menaces d'épidémies dans les villes. À ce moment-là, les territoires locaux ont été déterminants dans la mise en place de ces solutions face aux épidémies. Ni la prise de conscience de la nécessaire résilience de nos territoires, ni les initiatives spontanées que nous avons évoquées précédemment ne peuvent cependant être assimilées à une coopération pérenne face aux catastrophes. La coopération renvoie en effet à un certain nombre de règles de gouvernance collective. Un pouvoir démocratique exercé à minima par les citoyens, un engagement envers une communauté, une relative autonomie de la décision. Cela renvoie aussi à la constitution d'un maillage opérationnel activable en temps de crise, comme c'est le cas dans les services de la protection civile. Au printemps dernier, les processus individuels ou locaux de production de masques ou de collecte de dons ont été un petit peu malmenés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la réponse participative et coopérative attendue pour combler, par exemple, un déficit de régulation. La question du problème de stockage des masques a été posée et on a eu du mal à y répondre au niveau local. La question de la coordination de ces masques a été posée et ça témoigne aussi des enjeux de distribution de masques et des limites de cette régulation dans cette distribution. Après la première phase de l'épidémie, se sont succédé ensuite des initiatives qui ont visé explicitement à partager le pouvoir avec les citoyens à des niveaux décentralisés sur des actions qui étaient traditionnellement dévolues à la défense civile. À la suite de la Convention citoyenne pour le climat, des conseils consultatifs d'habitants instaurés par des collectivités territoriales se sont installés dans la ville de Millau, dans le département du Lot et Garonne, à La Réunion. La ville de Grenoble a mis en place un comité de liaison avec ses administrés pour favoriser l'organisation des marchés et le maintien du lien social. Les coopérations naissantes avec les acteurs de la société civile peuvent prendre différentes formes. Ça peut être une concertation, un travail en réseau, une coalition. Elles peuvent engager aussi différents acteurs, des acteurs économiques, des associations, des politiques, des acteurs culturels, des acteurs sociaux. Pour autant, elles n'ont pas inscrit, ces coopérations naissantes n'ont pas encore inscrit à leur agenda des processus de codécision, ni des procédures et des formes d'organisation pérennes. Dans certains pays, ce n'est pas tout à fait le cas. En tout état de cause, la résilience exige une coopération horizontale et décentralisée. On l'a vu à l'occasion de cette épidémie de Covid. On a vu aussi que cette exigence avait des conséquences sur nos démocraties. L'événement a exacerbé des tensions propres à nos sociétés républicaines et occidentales, temps de l'urgence versus temps du débat, transparence de la gouvernance versus opacité de l'expertise, et enfin gestion régalienne de masse versus pragmatisme des initiatives locales. La pandémie aura questionné nos manières de collaborer et aura questionné aussi notre manière d'entrer en intelligence collective pour agir avec la société civile. La pandémie aura enfin questionné le pouvoir d'influence des décisions qui façonnent notre environnement. Je vous remercie de votre attention. Je reste disponible pour vos questions, vos interventions, vos commentaires éventuellement. Vous pouvez me joindre sur le mail suivant, claire.brosso@socialtransfert, SOSIAL transfert.com. J'espère que vous pourrez produire des
solutions de cogestion avec vos différents partenaires dans le cadre de ce congrès. J'espère que vous pourrez aussi les produire dans la gestion des risques. Je vous remercie de votre attention encore une fois.